Lundi 30 mai 2022, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de ce journal version française. Merci de nous rejoindre pour vous informer. Tout de suite, concernant les actualités de ce lundi, le président de la République, Andry Rajoelina, aujourd'hui fête son 48e anniversaire. Le première dame, Meal Rajoelina, sur son compte Instagram, lui a adressé un message d'anniversaire pour toutes les épreuves auxquelles nous avons fait face, pour toutes les fois où j'étais découragée, pour les fous rires partagés, pour les efforts que tu fais pour notre famille, pour ton engagement inconditionnel pour le pays. Tout simplement merci, que Dieu te guide, te protège. Tel est le message de la première dame en son époux. Nombreux ont également été les vœux qui lui ont été envoyés aujourd'hui de la part notamment de groupes ou associations politiques, d'amis et de simples citoyens. Le groupe Pinjet, Domapub et Viva TV et Radio lui souhaitent également santé et prospérité pour sa famille, mais également pour le pays. Madagascar a trouvé des partenaires pour la réalisation du projet de construction de nouvelles villes Tanamaçonge. Aujourd'hui, la délégation malagasy, menée par le président de la République, a rencontré le président du conseil d'administration du groupe Al-Jaber à Abu Dhabi afin de voir les stratégies mises en place par ce groupe numéro 1 mondial dans les travaux publics et les grandes constructions pour la réalisation de ce projet présidentiel Tanamaçonge. Un reportage de Nater Akoutumav et Raslou Foramanana. Le groupe Al-Jaber est spécialisé dans la construction de nouvelles villes, de grandes infrastructures et dans les travaux publics. Il est parmi les meilleurs au monde dans ce domaine. Ce groupe a réalisé plus de 1000 projets dans le monde, notamment en Afrique et dans les pays arabes. Parmi ses réalisations, la ville de Dubaï. Il a également construit ce musée de Louvre à Abu Dhabi, lequel est l'un des grands musées de la ville et le plus futuriste en son genre. Al-Jaber est prêt à contribuer dans la réalisation de la nouvelle ville Tanamaçonge à Madagascar. La présentation des stratégies pour la réalisation de ce projet présidentiel a été effectuée aujourd'hui à Abu Dhabi durant la rencontre de la délégation malagasy menée par le président de la République avec le président fondateur et conseil d'administration du groupe Al-Jaber, Ahmad Al-Jaber. 4 facteurs y ont été présentés, notamment la maximisation de l'économie, la réalisation des travaux dans le respect de la qualité, le respect des prix et de la compétitivité et le mode opératoire. Des bureaux de consultance entre le ministère malagasy en charge du projet et le groupe en question seront mis en place. En ce qui concerne le mode opératoire, le groupe opte pour certains principes, à savoir le respect de l'environnement et la bonne réalisation des travaux tout en utilisant les ressources locales car 95% des travailleurs seront issus de la population locale. Il s'agit aussi de construire des usines à proximité pour éviter les importations de produits et matériels comme les ciments, le fer et bien d'autres. Des locaux pour le personnel seront construits selon les explications du représentant du groupe Al-Jaber. L'approvisionnement en électricité et en eau sera indépendant lors de la réalisation des travaux. Ces derniers se feront dans un mode de partenariat entre les deux entités. Parmi ceux qui ont présenté leurs produits également aujourd'hui devant le président malagasy a figuré le groupe Aegis France, qui œuvre également dans les grands travaux comme les infrastructures routières, les aéroports, les transports par câble, les trains à grande vitesse et bien d'autres dans le monde. Le KT Group a aussi présenté ses atouts en matière de télécommunications et de numérique. Le défi de ces groupes est de faire de la nouvelle ville de Madagascar une ville connectée ou Smart Village. De son côté, le président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, a présenté les atouts de Madagascar et les ressources pour la réalisation de ces divers projets, notamment l'énergie solaire, les ressources touristiques, les 5000 km côtes ou encore les 2 millions d'hectares de terres arables. La rencontre a été clôturée par la signature d'un mémorandum d'entente entre Madagascar et le groupe Al-Jaber ce jour à Abu Dhabi. La gendarmerie a démoli 3 maisons à Aberavna-Itos aujourd'hui. Les propriétaires ont déclaré ne pas avoir été prévenus à l'avance. Ces familles disent que des pratiques corruptives sont à l'origine de cette démolition, d'après ce reportage de Ruth Christelle Rakoutumalak sur les images de Yves Janel. Une propriété, fruit de plusieurs années de labeur, a été détruite en peu de temps. Même, le gagne-pain quotidien de ces familles a été obligé d'être suspendu. Ce matin, à Beravnitos, les gendarmes ont démoli 3 grandes maisons, dont 2 épiceries. Pourtant, ces personnes possèdent un titre sur la propriété de 3 hectares achetés en 1993. Selon les explications, le conflit a commencé en 2004.
Le propriétaire de la maison située en second plan soutient qu'il détient une parcelle de terrain qui couvre les 3 hectares et veulent une entrée pour ses camions. Des négociations ont été faites, mais que ce dernier a refusé. Fin avril, le tribunal a tranché et a décidé la démolition des maisons. Néanmoins, les propriétaires des dites maisons ont demandé une suspension de cette décision. Alors que tous attendaient une réponse de la justice, les gendarmes sont venus détruire ces maisons ce jour. Les familles qui n'ont même pas été prévenues suspectent des pratiques corruptives derrière cette affaire et en appellent aux autorités. Le maire d'Ajanaouch a décliné une demande de rendez-vous de nos journalistes car il assistait à une réunion auprès du district. Néanmoins, il a déclaré ne pas avoir reçu un quelconque document concernant cette démolition. Par ailleurs, l'autre partie qui est à l'origine de cette démolition a refusé de recevoir nos journalistes. Plus de 39 000 certificats fonciers ont été distribués ces 2 derniers mois. Le certificat foncier est une pièce fondamentale dans le secteur foncier et particulièrement pour les agriculteurs afin qu'ils puissent développer leurs activités en toute sécurité. L'État, par le biais du ministère de l'Aménagement du Territoire et du Service foncier, met tout en œuvre pour accélérer la délivrance du certificat foncier. L'opération de certification massive va se poursuivre, a affirmé le ministre de l'Aménagement du Territoire et du service foncier dans les 14 régions de Madagascar concernées par le projet de croissance agricole et de sécurisation foncière au CASEF. Reportage. Céline gagne sa vie à travers la culture de Ravenal en passant par la vannerie à la vente de ses réalisations. Née dans la commune rurale d'Antetezambar, district de Thomasna II, dans la région Atsnanan, elle y vit avec sa famille depuis sa naissance. Elle exerce son activité sur une propriété foncière qu'elle a héritée de ses parents. Une propriété qui n'est ni titrée ni inscrite sur un quelconque document officiel jusqu'à aujourd'hui, bien qu'elle ait mise en valeur depuis sa naissance. Comme tous les agriculteurs de cette région, elle n'ose pas étendre son activité par crainte d'éventuels litiges fonciers. Effectivement, les conflits fonciers sont très fréquents dans cette région, dont la plupart sont le fruit d'abus perpétrés par certains individus disposant de ressources financières. À l'occasion de l'opération de certification massive, Céline a rejoint le bureau local foncier de sa commune au BIF pour demander un certificat foncier afin que ses terrains soient à son nom. L'État malagasy, par le biais du ministère de l'Aménagement du Territoire et du Service foncier, dans le cadre du projet de croissance agricole et de sécurisation foncière au CASEF, vise la facilitation de l'accès à la terre pour la population malagasy. Ce projet qui va non seulement garantir leurs droits de propriété, mais également leur permettre de développer leurs activités agricoles, du fait que le certificat foncier peut être un document de garantie pour un prêt financier. Pour le cas de Céline, elle affirme vouloir demander un prêt pour étendre son activité de vannerie. Les procédures ont été facilitées du niveau financier qui est de 4 000 lariars à 5 000 lariars aux procédures administratives. Le BIF travaille également dans ce sens, en plus de la résolution des problèmes locaux, pour épargner à la population locale de rejoindre le chef-lieu du district ou de la région. Un BIF doit être mis en place au niveau de chaque commune, souligne le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers. Si actuellement, seulement un tiers des communes malagasy en disposent. Mais parallèlement, l'opération de certification massive effectuée par le service des domaines doit continuer. La commune rurale d'Antetezambar est l'une des communes bénéficiaires de cette opération dans la région Atsnanan. 515 familles y ont bénéficié de certificats fonciers dans le cadre du projet CASEF. Les lois régissant la concurrence entre les géomètres à Madagascar ne sont pas respectées, selon le président du syndicat des géomètres experts privés ce jour. Une situation à l'origine des difficultés dans leurs activités, notamment le fait qu'ils n'ont pas encore été inclus dans des grands projets tels que l'inventaire parcellaire stratifié ces derniers durant leur assemblée générale à Antanarine, demandant qu'au ministère de l'Aménagement du Territoire et de Services fonciers de faire le point sur l'application de ces lois. Reportage. Les géomètres issus du secteur privé sont victimes d'une concurrence déloyale selon leurs déclarations ce jour. Madagascar dispose d'une législation régissant la concurrence commerciale qui est la loi 2005-025. Néanmoins, cette dernière n'est pas respectée. Le bureau des géomètres publics est même devenu un cabinet privé, selon les propos du président du syndicat des géomètres experts issus du secteur privé ce jour. Ces derniers se plaignent également de ne pas être inclus dans les grands projets financés par les investisseurs comme l'ODOC ou encore l'inventaire parcellaire stratifié.
Le secteur foncier est une priorité pour l'État et inclut les géomètres, a souligné le ministre de l'Aménagement du Territoire et du Service foncier ce jour. Ce dernier affirme avoir entendu leurs doléances et examinera les points à améliorer. De nombreux projets au sein du ministère qui ont été auparavant mis en arrêt vont d'ailleurs reprendre, avance le ministre. Ainsi, un colloque foncier se tiendra la semaine prochaine dans le cadre de l'amélioration du secteur foncier à Madagascar. Un colloque pour lequel le ministre, lors de l'Assemblée générale des géomètres experts privés, les a invités. 9 chefs-lieux de région de Madagascar bénéficieront chacun d'un bureau de l'autorité sanitaire halieutique ou ASH. Le début des travaux pour celui de Tuliyar pour la Simon-Jeffen a eu lieu samedi dernier. L'ASH sera chargée du contrôle sanitaire destiné pour le marché local ainsi que pour l'exportation en matière de produits de pêche et d'aquaculture. Un reportage de Jai Ranjiamaru. Le secteur pêche et économie bleue est un des secteurs cruciaux pour l'équilibre de la balance commerciale. Il est également source de devises pour Madagascar et contribue à 7% du produit intérieur brut du pays, selon le ministère de la Pêche et de l'économie bleue. Toutefois, ce chiffre reste encore largement inférieur par rapport au potentiel disponible pour la grande île. Afin de mener à bien l'exploitation de la pêche et les produits halieutiques, des stratégies d'amélioration de la gouvernance s'avèrent indispensables. Dans ce sens, l'une des actions qui tendent à cet effet est la mise en place des autorités sanitaires halieutiques ou ASH dans diverses régions de Madagascar. 9 régions seront les premiers bénéficiaires pour le début du projet, à savoir Menabe, dont les locaux sont déjà construits, Vatvav et Fitvnan, Boueng, Diana, Analamang, Anous, Atsnanan et Atsimon-Jeffen, dont la construction des locaux ont été entamées samedi dernier à Tuliyar. Parmi les attributions de l'ASH figure la certification des produits de pêche et d'aquaculture destinés tant au marché local et qu'à l'exportation. Cette politique s'inscrit dans la concrétisation du VLRA numéro 9 du président de la République de Madagascar qui, entre autres, vise l'autosuffisance alimentaire à travers et le développement de l'élevage et de la production halieutique. La célébration officielle de la Journée mondiale de l'hygiène de la menstruation a eu lieu le 28 mai dernier à Fénéré-Vest. Le thème pour cette année est Tous ensemble pour aider les filles et femmes à faire face aux menstruations. L'objectif est de renforcer la sensibilisation pour faciliter cette période aux femmes. Mirvula Tsferan nous en dit plus sur ce reportage. Une femme passe en moyenne 2280 jours de sa vie à avoir ses règles. Des informations, difficultés d'accès à l'eau, à des sanitaires ou à des produits périodiques adaptés, elles sont 500 millions à rencontrer des difficultés pour gérer leur menstruation dans des bonnes conditions. La menstruation n'est en aucun cas un sujet tabou, il s'agit plutôt d'une condition physique pour les femmes. Aider les femmes à surmonter cette période est un signe de respect. Le ministère de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement entreprend les efforts pour mettre en place des infrastructures d'hygiène, comprenant un espace privé et sûr pour les filles pour les aider dans cette période de menstruation. La célébration officielle de la Journée mondiale de l'hygiène de la menstruation s'est tenue à Fénéré-Vest, une célébration durant laquelle 4 associations de femmes ont pu discuter et échanger avec les femmes issues de 4 Fuktan, celui de Mavan, celui du lycée Ambinani, le Fuktan Anjurangavul et le Fuktan Ampasnamaningur dans la région Atsnanan. Ces dernières ont bénéficié d'une formation sur les serviettes lavables. Les élèves, principalement les filles, les associations de femmes en situation de handicap, les femmes détenues et les femmes hospitalisées ont également bénéficié de serviettes lavables, de serviettes hygiéniques et de matériel d'assainissement. Et sur le plan sportif, à présent, le sélectionneur de l'équipe nationale, Nicolas Dupuis, se dit très optimiste en ce qui concerne les nouveaux joueurs sélectionnés, principalement les locaux, pour les 2 rencontres contre le Ghana et l'Angola. Durant l'entraînement de ce matin à Accra, capitale du Ghana, il a également avancé que l'on ne devrait pas se focaliser sur les joueurs qui ne sont finalement pas venus en sélection, mais ceux qui sont présents sont tout à fait capables, a-t-il souligné. Reportage exclusif d'Adzar Anzonalville qui est sur place. Deuxième entraînement ce jour pour les Baris de Madagascar. Depuis leur arrivée à Accra, capitale du Ghana, si le premier entraînement a eu lieu hier soir. Une période durant laquelle le sélectionneur Nicolas Dupuis a pu échanger avec les joueurs pour la qualité de jeu, particulièrement les locaux. 2 entraînements ici et déjà 3 entraînements à Tana, ça fait 5. Beaucoup d'applications, beaucoup d'envie. Là il fait très chaud, très chaud. Mais on jouera à 19h, donc on n'aura pas de souci de chaleur. On est logé dans de très bonnes conditions, donc merci
au ministère, à l'État et puis à la fédération qui bossent bien. Nous, de notre côté, les jeunes font preuve de beaucoup d'envie, encadrés par quelques anciens et ça fait plaisir. C'est la nouvelle génération qui arrive avec beaucoup plus de jeunes et il y a du talent. Maintenant, voilà, il faut maintenant trouver le niveau international. Mais franchement, il y a beaucoup d'envie, beaucoup de jeux, beaucoup d'applications. Ils écoutent beaucoup. On se trompe parfois, mais on corrige. Et on est sur la bonne voie, ça c'est sûr. Malgré l'indisponibilité de certains joueurs appelés en sélection, nous sommes tout à fait capables de faire de bons résultats, d'après le coach. Parler des absents, je veux surtout parler des présents parce qu'ils me font plaisir. On avait anticipé un peu tout ça, puisqu'on est sur une fin de saison et quand on dit fin de saison, il y a toujours des aléas, des joueurs qui n'ont pas de club et qui n'osent pas prendre de risque de venir, et d'autres malheureusement qui se blessent parce qu'ils sont en sur-régime. Je pense à Abel, auquel je pense à Caro aussi, qui sont blessés, Marco, Romain, Caro, Abel, ce sont des vrais blessés les quatre. Jérémy aurait vraiment voulu venir et peut-être sera là au deuxième jour, mais il faut d'abord qu'il règle son entre guillemets problème avec son club. Et voilà. Donc non, je veux parler des présents, et les présents font plaisir. Il y a 9 locaux, plus Théodin qui peut être considéré comme un local, et Arnaud aussi qui arrive tout à l'heure. Il y a plus de la moitié de locaux, et forcément il y en aura 4, 5 peut-être qui joueront titulaires. Et là c'est ma fierté, et j'en suis vraiment content. J'espère simplement, et je sais qu'ils vont tout donner. Et puis voilà, si c'est pas cette fois-ci, ce sera la fois prochaine, ou les fois d'après. Ils vont tout donner, c'est la nouvelle génération qui arrive, et c'est tant mieux. 23 des joueurs sont actuellement arrivés au Ghana, dont Voav Paulin, Ibrahim Amada et Arnaud qui ont atterri récemment. Il ne reste plus que Ryan Ravelson qui devrait arriver ce soir. Les joueurs se sont montrés motivés durant ces 2 jours d'entraînement. Malgré la chaleur, ces derniers affirment être capables de bien jouer. Le match se jouera d'ailleurs vers 19h. Toutes les conditions sont réunies pour faire un bon résultat. À cet effet, ces derniers remercient l'État, le ministère et la fédération pour leurs conditions d'hébergement. L'équipe est jeune, talentueuse et motivée pour parvenir à des grandes réalisations. Elle est également attentive aux instructions du coach. L'indisponibilité de certains joueurs ne devrait pas créer de polémique, étant donné qu'elle est due à des blessures. C'est notamment le cas d'Abel, Carolus, Marco, Romain Métanir et Jérémy. Néanmoins, l'on espère qu'ils seront disponibles pour le 2e match contre l'Angola. Selon les explications, les joueurs locaux seront titulaires. Ils ont le niveau et feront la fierté du pays, toujours selon Nicolas Dupuis. Et concernant les actualités internationales, à présent, à quelques kilomètres de Severodonetsk, nouvelle ville martyre dans le conflit ukrainien, les habitants de Lysychansk vivent au rythme des bombes sans eau potable. Ce village de Donbass, presque coupé du monde, ne tient plus qu'à un fil, alors que les troupes russes encerclent presque totalement la zone. Des panaches de fumée jalonnent la route qui mène à Lysychansk. Ici, l'artillerie russe frappe sans relâche. Dans cette ville du Donbass, quasiment coupée du monde, quelques rares habitants ont décidé de rester. Ce soir, je vais dormir dans ma cave. J'ai peur. Mon quartier n'a pas été trop bombardé. Mais ici, en centre-ville, c'est bien pire. On essaie de continuer à vivre malgré tout. Une vie sans eau potable, ni électricité. L'aide humanitaire est devenue le seul recours. Je suis venu chercher de l'eau pour pouvoir me laver. C'est de l'eau non potable, mais Dieu merci, au moins on a ça. Et pour l'eau potable, vous faites comment? On se sert des puits. À l'ouest, la ville voisine de Severodonetsk est presque totalement encerclée par l'armée russe. Les forces ukrainiennes font tout pour défendre ce verrou stratégique. Et Lysychansk est prise entre 2 feux. On vit sur la ligne de front. Ça tire dans tous les sens au-dessus de nos têtes. On ne peut rien faire d'autre que s'en remettre à Dieu. Mikhailo accepte de nous emmener chez lui. Il est resté au chevet de sa mère malade, incapable de se déplacer. Je ne peux aller nulle part. Comment pourrais-je partir alors qu'elle est dans cet état? C'est horrible ce qu'on vit. Désolé de pleurer, je suis triste pour ma mère.
Les troupes russes sont à 3 km à peine. Si elles parviennent à percer les défenses ukrainiennes au sol, Lysychansk deviendra un champ de bataille. Depuis mardi, des pluies torrentielles ont provoqué inondations et coulées de boue dans la région de Recife, dans le nord-est du Brésil. Selon un dernier bilan publié dimanche, au moins 79 personnes ont été tuées et 56 sont toujours portées disparues, d'après ce reportage de France 24. Dans ce bidonville de Recife, le glissement de terrain a englouti plusieurs habitations. Sur des tas de débris et de boue, secouristes et volontaires s'activent pour retrouver les disparus. Ici, toute une famille a été décimée. Je me suis réveillée après avoir entendu un énorme bruit. Je suis sortie de chez moi en vitesse et c'est là que j'ai vu la maison de mes voisins entièrement détruite. Les secours ont trouvé le corps de ma sœur là-bas. Il y avait 4 autres corps à côté du sien. Celui de mon beau-frère est toujours introuvable. Dans toute la province de Pernambouc, c'est un balai incessant d'ambulances. Ici, des dépouilles sont évacuées devant des voisins horrifiés. Là, c'est tout un quartier qui est englouti par les eaux. Le résultat, de fortes précipitations qui se sont abattues sur la région et 4 autres États du nord-est du pays. Un phénomène typique de cette période de l'année, provoqué par des zones de perturbations atmosphériques venant d'Afrique. En une seule nuit, il a presque autant plu qu'en un mois entier. Les autorités n'arrivent pas à faire face. Les forces armées nous ont envoyé des troupes qui vont être mobilisées dans les villes sinistrées. Nous devons à présent travailler dans les zones critiques afin de rétablir les services pour les communautés. Des scènes qui rappellent le drame survenu en février dernier à Petropolis, dans l'état de Rio, où les pluies torrentielles et les coulées de boue avaient coûté la vie à 233 personnes. L'opposant de gauche, Gustavo Petro, a récolté plus de 40% des voix lors du premier tour de la présidentielle colombienne dimanche. Il affrontera au second tour l'indépendant Rodolfo Hernández, surnommé le Trump colombien après l'élimination surprise du candidat de la droite traditionnelle. Reportage. C'est la grande surprise de ces résultats pour cette journée de premier tour de l'élection présidentielle, puisque c'est maintenant confirmé, il y aura bien un second tour entre Gustavo Petro et Rodolfo Hernández. Donc la surprise de ces élections, puisqu'il n'était pas attendu à cette position. Le deuxième favori des sondages était le candidat de droite, Federico Gutiérrez, qui termine en troisième position avec 23% des suffrages. On a donc Gustavo Petro, candidat de la gauche, 40%. En deuxième, Rodolfo Hernández avec 28%. Et c'est bien la grande surprise de cette journée, puisque Rodolfo Hernández, qui s'est présenté en candidat indépendant, qui a fait irruption seulement il y a quelques mois sur la scène politique colombienne, bien qu'il ait été avant maire d'une ville qui s'appelle Bucaramanga, et donc un candidat qui a su rallier une partie des votes des mécontents qui sont allés en grande partie donc vers Gustavo Petro, mais aussi vers ce vote un peu contestataire de droite autour de la personne de Rodolfo Hernández. Alors Rodolfo Hernández, c'est un homme d'affaires de 77 ans. Il est un peu connu comme le Donald Trump colombien. C'est une personnalité un petit peu inconnue. On ne sait pas trop ce qui pourrait se passer sous une éventuelle présidence de Rodolfo Hernández. Et donc du coup ce soir c'est un peu une victoire en demi-teinte pour la gauche qui s'attendait déjà, qui espérait passer au premier tour, que Gustavo Petro soit élu au premier tour. Et bien ce n'est pas le cas. Et elle devra affronter, cette gauche, un candidat aussi, tout comme Gustavo Petro, qui rallie les voix donc des mécontents, de ceux qui réclament un changement, mais autour d'un vote de droite. C'est également avec cette actualité internationale que nous terminons l'édition de ce jour. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée sur Viva, car tout de suite après cette édition, vous avez rendez-vous avec la série Revenge.